Bonjour à tous, dans cet épisode nous allons parler de la relativité restreinte d'Albert Einstein, qu'il publie en 1905, ainsi que ses développements notamment par Hermann Minkowski. Cette théorie allait remettre en cause deux théories de l'époque et non des moindres, la mécanique de Newton et ses conceptions d'espace absolu et de temps absolu, c'est-à-dire les mêmes pour tout le monde, ainsi que l'électromagnétisme de Maxwell et son éther censé supporter les ondes lumineuses. Je vais insister comme d'habitude sur les vérifications expérimentales, notamment celles des horloges atomiques embarquées dans des avions en 1971, qui corroborent le point fondamental de la relativité restreinte, à savoir la multiplication des temps propres. Ce que dit la théorie de la relativité, c'est qu'il y a autant de temps propre indiqué par la montre de l'observateur qu'il y a d'observateurs différents. Et à part pour le contexte historique, je vais peu parler de la lumière, car même si elle a pesé dans la découverte de la théorie s'est émancipée de la lumière qui ne joue pas de rôle central en relativité restreinte. Commençons justement par le contexte historique. J'avais parlé dans cet épisode de l'aberration de la lumière, qui non seulement montrait que la Terre était bien en mouvement autour du Soleil, mais aussi que la lumière avait une vitesse finie. Bradley avait en effet expliqué au XVIIIe siècle le décalage apparent des étoiles. Elles devaient se trouver à un endroit et étaient en fait observées avec un décalage dans le sens de déplacement de la Terre. C'est parce que la lumière qui a une vitesse finie met un certain temps à atteindre le détecteur au fond du télescope ou de la lunette, il faut donc le pencher dans le sens de déplacement de la Terre. Le point important pour nous ici, c'est que l'angle de ce décalage, qui ne dépend que de la vitesse de la Terre et de la vitesse de la lumière, était le même pour toutes les étoiles observées. Ce qui suggérait que la vitesse de la lumière ne dépendait pas de la vitesse de la source. Il est en effet peu probable que toutes les étoiles se déplacent à la même vitesse par rapport à la Terre. Les observations se poursuivent et en 1810, François Arago améliore la sensibilité du dispositif et observe des étoiles au méridien le matin et le soir. Il espère détecter une différence d'angle quand la Terre se rapproche des étoiles observées au méridien, c'est-à-dire le matin, et lorsqu'elle s'éloigne des étoiles observées au méridien, le soir. Mais les résultats sont négatifs. La vitesse de la lumière ne semble dépendre ni de la vitesse de la source, ni de celle de l'observateur. Durant ce 19e siècle, c'est le comportement ondulatoire de la lumière qui va s'imposer. La lumière est donc censée avoir un support pour se propager comme toutes les ondes. Pour la lumière, on l'appelle l'éther. Ceci est en accord avec l'invariance de la vitesse de la lumière par rapport à la source. Le son, par exemple, va à 340 mètres par seconde dans l'air, quelle que soit la vitesse de la source. C'est pourquoi un avion de chasse peut dépasser la vitesse du son. Par contre, les scientifiques doivent faire appel à une hypothèse ad hoc, c'est-à-dire une hypothèse qui n'est ajoutée que pour sauver la théorie, pour pouvoir rendre compte de l'invariance de la vitesse de la lumière par rapport à l'observateur. Cette hypothèse est que l'éther doit être plus ou moins entraîné par la Terre ou par les objets en verre qui constituent les appareils optiques. Des expériences essayant de détecter les variations de la vitesse de la lumière par rapport à l'observateur vont être menées tout au long du 19e siècle et jusqu'au début du 20e, toujours avec des résultats négatifs. La plus connue et la plus précise étant celle de Michelson et Morley dans les années 1890, mais dont Einstein n'avait manifestement pas connaissance. L'électromagnétisme de Maxwell et ses développements notamment par Lorentz s'imposent dans la deuxième moitié du XIXe siècle comme la meilleure théorie décrivant le comportement ondulatoire de la lumière. Cette théorie prévoit que l'éther, censé supporter les ondes lumineuses, doit constituer un référentiel absolument immobile, ce qui rentre en conflit avec la mécanique de Newton, dont l'existence d'un tel référentiel privilégié était incompatible avec le principe de relativité. Et alors que Lorentz et Poincaré tentaient d'unifier la mécanique et l'électromagnétisme sous l'égide de l'électromagnétisme, Einstein, lui, venait de publier son article sur les quanta, et donc de remettre en cause l'électromagnétisme, voir cet épisode. Il était en effet prêt à abandonner les deux. J'avais déjà trouvé que la théorie de Maxwell ne rendait pas compte de la structure microscopique du rayonnement, il parle des quantas-lumière et donc des photons, et ne pouvait donc pas avoir de validité générale. Le principe supérieur qui allait régir cette unification pour Einstein serait le principe de relativité, soit l'impossibilité physique de déceler les mouvements des référentiels inertiels les uns par rapport aux autres. Exemple ici avec cet objet qui tombe exactement de la même façon dans le référentiel lié au sol et dans un avion en vol.
Petite définition de référentiel inertiel avant de poursuivre. Un référentiel est inertiel si un objet de ce référentiel adopte un mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante, lorsqu'il n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent. Pour faire simple, un référentiel qui a lui-même un mouvement rectiligne uniforme par rapport à un référentiel inertiel sera lui aussi un référentiel inertiel. C'est un référentiel idéal, il n'en existe pas réellement, mais on considère avec de bonnes approximations que certains référentiels le sont. Par exemple, le sol est un référentiel inertiel si l'expérience ne dure pas trop longtemps. Sinon, la courbure de la Terre fait perdre le mouvement presque rectiligne du sol. C'est d'ailleurs parce que le sol n'est pas un référentiel inertiel qu'on arrive à détecter la rotation de la Terre sur elle-même avec le pendule de Foucault qui oscille suffisamment longtemps. Le centre de la Terre est un meilleur référentiel inertiel et on va l'utiliser avec l'expérience des horloges embarquées dans les avions. Einstein fait de ce principe de relativité le premier postulat de sa théorie de la relativité restreinte. Il abandonne par la même occasion l'existence de l'éther qui lui paraît superflu. Son deuxième postulat est que la vitesse de la lumière est invariante. Elle ne dépend de la vitesse ni de la source, ni de l'observateur, prenant au pied de la lettre les résultats négatifs des expériences menées tout au long du XIXe siècle que j'évoquais tout à l'heure. Cette vitesse va s'avérer être bien plus que la vitesse de la lumière. Elle va s'avérer être une vitesse limite que rien ne peut dépasser et qui sera notée petit c. Les conséquences de ces postulats vont profondément remettre en question nos conceptions d'espace et de temps. Déjà, il apparaît qu'en mécanique classique, celle d'avant Einstein, la loi d'additivité des vitesses est en désaccord avec le deuxième postulat et l'existence d'une vitesse limite. En effet, cette loi classique d'additivité des vitesses, qu'on doit à Galilée, affirme que si vous marchez à 10 km/h vers l'avant d'un train roulant à 100 km/h, un observateur immobile au sol vous verra marcher à 110 km/h par rapport au sol. Mais si on fait une expérience de pensée où le train roule à 200 000 km par seconde, on va déjà faire au bon train là, et le marcheur à 150 000 km par seconde, très bon marcheur, on se rend compte que la somme va dépasser la vitesse limite. Donc ces deux vitesses ne peuvent pas s'additionner simplement. Il s'agit alors de trouver les véritables transformations permettant de passer d'un référentiel inertiel à un autre. C'est ce que vont faire Lorentz et Poincaré qui cherchent à rendre les équations de l'électromagnétisme invariantes, ce qui n'est pas le cas avec la mécanique classique. Puis Einstein va aussi s'atteler d'une façon plus générale en s'appuyant sur ces deux postulats. Comment transformer les coordonnées d'espace et de temps pour passer d'un référentiel à un autre. Ils arriveront tous au même résultat, c'est ce qu'on appellera les transformations de Lorentz. Ces nouvelles transformations permettent de dire que les vitesses ne s'additionnent jamais complètement. Ainsi, même pour notre premier exemple, l'observateur ne verra pas le marcheur du train avec une vitesse de 110 km/h par rapport au sol, mais il le verra avec une vitesse de 109,99999, etc. km/h. Les effets sont d'autant plus grands que les vitesses sont grandes, avec toujours c égale environ 300 000 km par seconde en limite. Dans le premier paragraphe de son article, Einstein remarque que lorsqu'on parle du temps, on évoque en fait la simultanéité des événements. Il prend des exemples qui paraissent triviaux. Je le cite. Par exemple, si nous disons qu'un train arrive à 7 heures, cela signifie que la petite aiguille de ma montre qui pointe exactement le 7 et que l'arrivée du train sont des événements simultanés. Il poursuit en disant que les choses se compliquent lorsqu'on va considérer la simultanéité d'événements qui n'ont pas lieu au même endroit. En effet, c'est son deuxième postulat et l'existence d'une vitesse limite, ainsi que les conséquences sur l'additivité des vitesses, qui vont remettre en cause le caractère absolu de la simultanéité des événements distants entre eux. Si on lance des balles en même temps depuis le milieu d'un wagon qui se déplace par rapport au quai, vers l'avant et vers l'arrière, la mécanique classique nous disait que la vitesse de la balle s'additionne parfaitement à la vitesse du train pour la balle qui va vers l'avant, et se retranche pour la balle qui va vers l'arrière. Finalement, les deux balles arrivent en même temps, quel que soit l'observateur, celui dans le train ou celui sur le quai. Mais ça n'est pas le cas avec un flash lumineux émis au milieu du même wagon. Les personnes dans le wagon voient la lumière atteindre l'avant et l'arrière en même temps, puisqu'elle doit parcourir la même distance, mais pas une personne regardant depuis le quai.
La vitesse de la lumière allant la vitesse limite en relativité restreinte, elle ne va pas s'additionner à celle du train. Elle va donc d'abord atteindre l'arrière du wagon qui vient à sa rencontre, puis l'avant du wagon qui se dérobe. Et c'est finalement la même chose pour nos projectiles du début. Le projectile qui part à l'avant ne va pas voir sa vitesse s'additionner parfaitement à celle du train, comme je le disais tout à l'heure. Elle va être légèrement inférieure à cette somme et n'atteindra donc pas l'avant du wagon en même temps que celui envoyé à l'arrière. La simultanéité dépend donc bien de l'observateur, elle est relative. Ce qui est simultané pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Cette relativité de la simultanéité n'est valable que pour les événements non liés par la causalité et qui n'ont pas lieu au même endroit. Et comme le soulignait Einstein, notre notion de temps étant intimement liée à celle de simultanéité, le temps absolu allait donc lui aussi être remis en cause. Nous allons utiliser cette première expérience de pensée pour aborder le diagramme d'espace-temps qu'on appelle aussi diagramme de Minkowski. C'est lui qui formalise la métrique de l'espace-temps en 1908. Ces diagrammes d'espace-temps nous serviront pour bien comprendre la prédiction d'Einstein sur la désynchronisation des horloges et la multiplication des temps propres ainsi que sa vérification expérimentale. On représente l'axe du temps à la verticale et les trois dimensions de l'espace sont réduites à une seule, l'axe qu'on va appeler espace a la même direction que les rails du train. Au cours du temps, la position du train change dans le référentiel du quai. Je trace ce qu'on appelle les lignes d'univers de l'avant et de l'arrière du train. Plus le train avance vite, plus ces lignes d'univers sont penchées, puisqu'il parcourt plus d'espace dans le même temps. Ces lignes d'univers ne peuvent pas être plus penchées que les lignes d'univers de la lumière, puisque c'est la vitesse limite. Je remets les lignes d'univers de la lumière émise par le flash lumineux au milieu du wagon. Pour que la simultanéité soit respectée pour l'observateur du quai, il faudrait que la lumière allant vers l'arrière soit moins rapide et que celle allant vers l'avant le soit plus, ce qui est impossible puisque rien ne peut dépasser cette vitesse limite. Pas plus la lumière que n'importe quoi. On a donc les nouvelles lignes d'univers de la lumière qui donnent ceci. On retrouve bien ce qu'on a vu dans l'animation. La lumière atteint l'arrière du train avant d'atteindre l'avant, pour le référentiel sur le quai. Ce qui est simultané pour l'observateur du wagon ne l'est pas pour celui du quai. Cet axe représente donc l'espace pour un même moment pour l'observateur du wagon, puisque pour lui ces deux événements sont simultanés. Je rajoute l'axe du temps du référentiel du wagon. En arrangeant les quatre axes, on obtient ce diagramme, avec ici l'étrange simultanéité du référentiel du quai, et là celle du référentiel du wagon. Ce qui nous permettra dans un deuxième épisode sur la relativité restreinte d'aborder les contractions des longueurs en utilisant ces diagrammes. Et je vais le dire plusieurs fois dans cet épisode, mais si on n'observe pas avec nos sens ces ruptures de simultanéité, c'est uniquement parce que nos vitesses des uns par rapport aux autres sont beaucoup trop faibles par rapport à la vitesse limite qui est d'environ 300 000 km par seconde. Revenons à l'article d'Einstein et sa prédiction importante dans le 4e paragraphe, prédiction qui va être vérifiée par l'expérience. Einstein va prédire que si on synchronise deux horloges dans un référentiel inertiel, donc il y a un mouvement rectiligne uniforme pour faire simple, et que l'une de ces deux horloges part en voyage, en quittant ce référentiel pour finalement y revenir, en subissant des accélérations et ou des rotations, l'horloge qui reste dans le référentiel inertiel affichera toujours un temps plus grand que celle partie en voyage. Et ce d'autant plus que l'horloge voyageuse l'a fait avec une plus grande vitesse. Il prédit ainsi la multiplication des temps propres, chaque observateur avec sa ligne d'univers a un temps propre. C'est la fin du temps absolu, c'est-à-dire le même pour tout le monde. Pour bien comprendre cette prédiction, revenons à l'espace-temps de Minkowski. Voici le diagramme d'espace-temps d'un référentiel inertiel. L'horloge liée à ce référentiel décrit cette ligne d'univers confondue avec l'axe du temps, puisqu'elle est fixe dans ce référentiel. L'horloge qui part en voyage, puis revient au même endroit, décrit par exemple celle-ci. Elle accélère pour atteindre une certaine vitesse, ralentit puis fait demi-tour pour revenir à son point de départ. Eh bien, le fait qu'elle se déplace dans l'espace fait qu'elle cumule moins de temps. C'est l'apport de Minkowski, l'abandon d'un espace et d'un temps indépendants. L'espace et le temps sont intimement liés. Un déplacement dans l'espace se fait donc au détriment du temps. Pour le comprendre, on peut faire une analogie avec l'espace ordinaire. Le nord et l'est sont liés de la même façon. Imaginons une voiture qui roule plein nord sur une route. Si cette même voiture, sans rien changer d'autre, va maintenant vers le nord-est, son déplacement vers l'est se fait forcément au détriment de ce déplacement vers le nord. C'est en cela que nord et est sont liés.
Si on revient à notre diagramme d'espace-temps, de la même façon, l'espace et le temps étant liés, l'horloge qui se déplace dans l'espace le fait au détriment du temps. Elle cumule moins de temps et retardera par rapport à celle restée dans le référentiel inertiel. Plus la vitesse de l'horloge qui voyage est grande par rapport au référentiel inertiel, plus elle retardera. L'horloge qui cumule le plus de temps est toujours celle qui a un mouvement inertiel, ou dit autrement, celle qui a un mouvement rectiligne uniforme, pour faire simple. Et là, il n'y a pas de réciprocité, pas de paradoxe. On compare les référentiels inertiels à des référentiels qui ne le sont pas. Le principe de relativité et donc la réciprocité qu'il impose ne s'applique qu'entre des référentiels inertiels entre eux. Nous ne sommes pas dans ce cas avec cette prédiction d'Einstein. On peut même comparer les référentiels non inertiels entre eux, ainsi cette horloge retardera par rapport à celle-ci, et cette horloge avancera par rapport à celle-là. C'est cette multiplication des temps propres pour chaque ligne d'univers qui constitue la révolution d'Einstein. Et en terminant le montage de cet épisode, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ScienceClick allait sortir une vidéo où il proposerait une nouvelle façon de visualiser cette désynchronisation des horloges. J'afficherai le lien en haut à droite quand elle sera sortie. Une expérience vérifiant cette prédiction a été menée en 1971 par Joseph Affeleux et Richard Keating en embarquant des horloges atomiques au césium dans des avions de ligne. Les décalages des horloges étant extrêmement faibles compte tenu des vitesses relatives très petites que nos véhicules sont capables d'atteindre par rapport à la vitesse limite de 300 000 km/s, il a fallu attendre le développement des horloges atomiques qui atteignaient une précision de la nanoseconde. Affeleux calcule que l'écart de temps propre des horloges dû aux effets de la relativité, dans l'expérience qu'il envisage, est 10 fois supérieur aux fluctuations naturelles des fréquences des horloges atomiques. Ils vont donc pouvoir être mesurés. Voici le principe de l'expérience. Une horloge reste au sol, une embarque dans un avion volant vers l'est au niveau de l'équateur et fait un tour complet. Une dernière embarque dans un avion volant vers l'ouest, également au niveau de l'équateur, pour un tour complet. Et toutes sont synchronisées entre elles. Comparons le déplacement de ces trois horloges par rapport au référentiel géocentrique considéré comme inertiel. Dans ce référentiel, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même au niveau de l'équateur est d'environ 1700 km/h. Ils ont embarqué dans des Concorde et des 707, donc disons 1000 km/h comme moyenne pour la vitesse des avions par rapport au sol, pour faire simple. Celle partie vers l'est dans le sens de rotation de la Terre voit donc sa vitesse s'additionner à la vitesse de rotation de la Terre, pas complètement, on l'a dit tout à l'heure. Elle va donc plus vite que celle restée au sol, qui elle-même va plus vite que l'horloge partie vers l'ouest, dont la vitesse se retranche à la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même dans le référentiel géocentrique. D'après la prédiction d'Einstein, l'horloge qui affichera le temps cumulé le plus grand sera l'horloge hypothétique au centre de la Terre ou au pôle Nord, qui correspond au référentiel inertiel, suivie de celle partie vers l'ouest, puis celle restée au sol, et enfin celle partie vers l'est, c'est elle qui a la vitesse la plus grande par rapport au référentiel inertiel, et donc qui cumulera le moins de temps. Ainsi, celle partie vers l'ouest avancera sur celle restée au sol, et celle partie à l'est retardera sur celle restée au sol. Et effectivement, lorsqu'ils les ont rassemblées, elles n'indiquaient plus les mêmes heures, et étaient décalées comme prédit. Voici le tableau de l'article de 1972 de Affeleux et Keating, le retard d'environ 60 nanosecondes de l'horloge partie vers l'est par rapport à celle restée au sol, et l'avance d'environ 270 nanosecondes par rapport à celle restée au sol pour l'horloge partie vers l'ouest. En dessous, ce sont les valeurs théoriques calculées par Affeleux. Les horloges se sont bien désynchronisées, corroborant la notion de multiplication des temps propres en relativité restreinte. Alors je suis allé un peu vite dans ma présentation pour que le principe soit bien clair, mais dans le détail, l'expérience est plus complexe. En effet, ils ont embarqué 4 horloges atomiques dans chacun des avions pour pouvoir contrôler les sauts de fréquence qui n'étaient pas rares à l'époque. Ils ont utilisé des avions de ligne avec escale, il a fallu retirer les moments d'escale dans les calculs. Les pilotes ont fourni les plans de vol avec le détail des vitesses et des positions. Ensuite, la relativité restreinte s'applique à tous les référentiels, qu'ils soient inertiels, accélérés ou en rotation, mais seulement si les effets de la gravitation sont négligeables, ce qui aurait été le cas si les avions avaient volé en rase-motte auprès du sol.
Or là, les avions étaient évidemment en altitude par rapport aux horloges restées au sol. Une correction faisant appel à la relativité générale du même Einstein a été donc nécessaire. Elle prédit que l'altitude entraîne un plus grand cumul de temps propre du fait de l'éloignement de la Terre qui engendre la gravitation. Voici le décalage des temps propres dus à la relativité restreinte et ceux dus à la relativité générale. De plus, ils avaient préalablement testé les horloges en laboratoire pour vérifier que l'accélération du décollage, les différences de température ou de pression du vol ne les perturbaient pas. Cette expérience a été reconduite à plusieurs reprises par le National Physical Laboratory en 1996, puis en 2010. Ces expériences corroborent donc certaines hypothèses et prédictions de la relativité d'Einstein. L'hypothèse de l'horloge, qui dit qu'une horloge mesure le temps propre quel que soit son fonctionnement. La multiplication des temps propres du fait du déplacement dans l'espace-temps, prédit par la relativité restreinte. La multiplication des temps propres du fait de l'intensité de la gravitation, qui se traduit par une déformation de l'espace-temps en relativité générale. Avant de conclure sur 2 films qui utilisent cette multiplication des temps propres dans leur intrigue, un mot sur le système GPS qui doit prendre en compte cette désynchronisation pour fonctionner correctement. Le principe de la géolocalisation est le suivant. Un satellite GPS envoie à votre récepteur par onde radio, qui voyage à la vitesse limite, des données sur sa localisation précise autour de la Terre, avec l'heure à laquelle il émet ces données. Le récepteur calcule l'écart de temps entre l'heure d'émission et de réception. Il en déduit la distance qui le sépare du satellite, ce qui le situe sur un cercle à la surface de la Terre. Il faut donc 4 satellites minimum pour être efficace. Les satellites du système sont à une altitude d'environ 20 000 km et ont une vitesse d'environ 14 000 km/h par rapport au centre de la Terre. Donc comme avec l'expérience de tout à l'heure, les satellites ont une vitesse plus grande par rapport au référentiel géocentrique que la surface de la Terre. Leurs horloges atomiques embarquées vont donc retarder par rapport à celle de la surface de la Terre, de 7,2 microsecondes par jour. C'est la désynchronisation due au déplacement dans l'espace-temps prédit par la relativité restreinte. Et là aussi, il faut prendre en compte la multiplication des temps propres dus à la gravitation, prédit par la relativité générale. À 20 000 km d'altitude, les horloges cumulent plus de temps propre que celles au sol. Elles avancent donc de 46 microsecondes par jour. En prenant les 2 effets en compte, on obtient une avance d'environ 39 microsecondes par jour pour les horloges des satellites. Sachant que les ondes radio vont à la vitesse limite c, en 39 microsecondes, elles parcourent 12 km. Donc la géolocalisation perdrait 12 km de précision par jour, soit environ 8 mètres toutes les minutes. Une anecdote raconte que certains des ingénieurs qui ont lancé la première génération des satellites GPS en 1977 trouvaient farfelues les prédictions de la relativité d'Einstein sur la multiplication des temps propres. Ils n'avaient manifestement pas entendu parler des expériences d'Affeleux et Keating. Ils avaient quand même prévu d'embarquer un synthétiseur de fréquences afin de corriger la désynchronisation des horloges au cas où. Ils ont eu raison d'être prudents avec leurs propres croyances. Et pour finir, parlons cinéma avec La planète des singes, qui utilise la multiplication des temps propres prédite par la relativité restreinte dans son intrigue. Les protagonistes, partis en voyage spatial, se crachent sur une planète où les êtres humains sont esclaves des grands singes. À la fin du film, le héros découvre qu'il est en fait revenu sur Terre des siècles après leur départ. Les préquels plus récemment sortis se centrant sur le basculement de la Terre sous la domination des singes. Imaginons des voyageurs avec un vaisseau spatial ayant une accélération constante de 9,8 mètres par seconde carré, ce qui est l'accélération de la pesanteur terrestre, et qui leur permettrait donc d'avoir une gravité artificielle. Accélération durant la première moitié du voyage, le vaisseau se retourne puis décélère jusqu'à l'arrivée. Même chose pour le retour. La relativité restreinte prédit que pour un voyage de 16 ans, ils atteignent 58 années-lumière, et à leur retour, la Terre aura vieilli de 120 ans, suffisant pour que des singes pas très gentils nous réduisent en esclavage. Bon, par contre, où on trouve l'énergie nécessaire pour maintenir une telle accélération aussi longtemps? Mystère. Voici un tableau avec le temps propre cumulé pour les voyageurs, donc la durée de leur voyage aller-retour, la distance qu'ils atteignent, et le temps propre cumulé sur Terre. Ici, ils atteignent le centre de notre galaxie, et là, ils atteignent la galaxie d'Andromède, la galaxie spirale la plus proche de la nôtre.
Deuxième fil plus récent, qui utilise cette fois la multiplication des temps propres prédite par la relativité générale, c'est Interstellar. Cooper quitte la Terre alors que sa fille Murphy est enfant. Il explore une planète proche d'un trou noir géant durant quelques heures. La Terre, elle, vieillit de 27 ans. Et au retour de la mission de cette planète, il voit un message de sa fille devenue adulte. Je mets en description de la vidéo une conférence de Ronan Lehoucq où il calcule les caractéristiques que doit avoir ce trou noir pour avoir un tel effet de désynchronisation, 1 heure sur la planète pour 7 ans sur Terre. C'est tout pour cet épisode où nous avons abordé 2 expériences, les horloges embarquées et le système GPS, vérifiant l'hypothèse d'Einstein que le temps n'est pas absolu, ce n'est pas le même pour tout le monde. Chacun a son temps propre. Si dans nos vies quotidiennes on ne s'en préoccupe pas, mis à part pour le GPS, c'est parce que nos vitesses les uns par rapport aux autres sont très très faibles par rapport à la vitesse limite de 300 000 km par seconde. Les effets sont donc imperceptibles pour nous. Seules les horloges atomiques peuvent détecter ces effets de désynchronisation. Peut-être que ça changera avec les voyages interstellaires. Je ferai un deuxième épisode sur la relativité restreinte où j'utiliserai les diagrammes d'espace-temps pour aborder les contractions des longueurs que j'évoquais tout à l'heure. Car les plus attentifs se seront demandé comment un vaisseau spatial peut voyager une quarantaine d'années et atteindre une distance de 26 000 années-lumière, alors que rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière, cette vitesse limite. Eh bien, c'est grâce à la contraction des longueurs. Nous parlerons évidemment de sa vérification expérimentale, qui est beaucoup plus indirecte que les horloges embarquées dans les avions. Et vérifier les prédictions d'une théorie, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de vérifier les hypothèses sur lesquelles elle repose. On abordera donc la vérification expérimentale du deuxième postulat d'Einstein version améliorée, à savoir l'existence d'une vitesse limite, donc pas seulement circonscrit à la vitesse de la lumière.